Thomas Gaon, psychologue clinicien qui exerce à l'hôpital Marmottan, mais que je connais depuis plus de 20 ans. Puisque Thomas et moi, on a commencé à travailler ensemble, finalement, enfin, on est à peu près de la même génération, et surtout, on a commencé à travailler ensemble, non pas autour des jeux de hasard et d'argent, mais des jeux vidéo. Et ensemble, on a confondé un réseau qui s'appelle La Guilde. Voilà. Et aujourd'hui, bien, tu viens de nous parler d'une autre activité dans le prolongement, peut-être finalement un peu, je ne sais pas, des jeux de hasard et d'argent. Merci beaucoup, Thomas. Ok, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais vous parler du jeu d'argent. Je vais vous parler de... Ça m'a fait penser au poème de La Fontaine dans La Peste. Quand il parle de la peste, tous étaient touchés, mais tous ne sont pas morts, enfin, ne moururent pas. Cette idée, on va dire, de l'extension du jeu d'argent et de ses effets. Et pourquoi certains tombent en addiction et pas d'autres, et comment on tombe, comment on s'en sort. C'est ça l'exposé d'aujourd'hui. Quand je suis venu là ce matin, au portique de sécurité à l'aéroport Charles de Gaulle, j'étais en train de mettre mes affaires et il y a une des contrôleuses là, qui prend son portable et dit à son collègue ils ont mis la canne maintenant, regarde, tu peux faire ton pronostic dessus, tu peux... regarde. Et j'étais très surpris qu'une femme d'une quarantaine d'années montre à ses collègues, sur son téléphone portable, une appli de paris sportif. Je me suis dit, comment on en est arrivé là, finalement? Et tout semblait totalement normal, banalisé. Et à vrai dire, si on regarde les médias, paris sportif, ça a l'air cool, ça a l'air fun. C'est simple, il y a des cotes. Bon, on voit, c'est des multiplicateurs, les cotes. Hein. On dit, tu mets 10, tu gagnes 100, tu mets 10, tu gagnes 30. Il y en a tout le temps, il y en a partout, sur tout et n'importe quoi. On voit que des images de gens qui ont l'air de rigoler, de s'amuser, qui gagnent. Finalement, la question du pari sportif, comment elle m'apparaît aujourd'hui, du pari sportif et des jeux d'argent en général, c'est comme Matrix, vous voyez? On a une réalité comme ça, où on apparaît une vie normale, sympa, etc. Et à aucun moment, à part peut-être nous, les professionnels, on voit la réalité qui est derrière, on voit les images. Tout à l'heure, quand Geneviève parle, mais c'est quoi la représentation de l'addict au jeu d'argent? Honnêtement, la seule représentation qui reste encore, c'est celle du vieux qui joue au PMU, quoi. Un peu négative, vous voyez. Alors, c'est vraiment ringard. Mais est-ce qu'on a une image du jeune parieur sportif qui est ruiné à cause du jeu d'argent? Est-ce qu'on a une image d'un homme de 30 ans qui se suicide parce qu'il a perdu 100 000 € à cause du trading ou d'une appli? On n'a pas d'image. On a le flambeur, on a le flambeur qui est devenu le nouveau gagnant au jeu d'argent en pari sportif, là, super. Et encore, le flambeur, il a un côté un peu magnifique, même s'il perd beaucoup. On a très peu de représentations négatives de l'addict, en fait. Vous voyez, par exemple, sur l'héroïne, franchement, l'héroïne, il n'y a pas de représentation positive de l'héroïne. Il n'y a que des représentations négatives et qui font très, très peur. Qui est construite dans les années 80, qui est montrée dans des clips dans les années 80, la drogue, c'est de la merde. On voit, ça fait vraiment pas envie, l'héroïne. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui en consomment et qui deviennent addicts. Mais en tout cas, tout le monde n'a pas vraiment envie d'essayer. Le jeu d'argent, non. Le jeu d'argent, ça a l'air sympa, au point que, voilà, encore une fois, sociologiquement, une femme de 40 ans, normalement, elle devrait... Il y a 10 ans, on n'aurait pas prévu qu'elle fasse du pari sportif. Et pourtant. Une autre chose que je me suis dit, mais pour être très transparent, qui rejoint ce que dit Geneviève, est extrêmement important. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, je vais vous partager ça avec vous, j'ai un projet d'achat de maison ou d'appartement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a un plafond et que si je veux avoir ce que je désire, qui est bien sûr un impératif construit bourgeois qu'on m'a imposé, mais enfin, en tout cas, si je veux avoir ce que je désire, la seule solution légale, c'est le jeu d'argent, en fait. C'est le jeu d'argent, c'est vrai. Il n'y a pas d'autre moyen. Je peux bosser plus, oui, mais enfin, ça ne sera pas suffisant pour atteindre les centaines de milliers que je me suis dit.
Court-circuit donc que le jeu d'argent, montée rapide. Ce que ça change, le jeu d'argent, en tout cas le gain du jeu d'argent, ce qu'il offre, c'est une modification de ce que Freud appelle la Weltanschauung, c'est-à-dire la vision du monde. Ce que décrivent les joueurs, c'est qu'à un moment, vous travaillez, vous gagnez 2000 balles, ça dure un mois, et vous êtes payé 2000, 3000, etc. Le jeu d'argent, il produit quelque chose qui dit, mais finalement, on vous a menti, tous les autres sont des moutons, en fait, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton et tout d'un coup, ce n'est pas 2000 ou 3000, c'est 4000, 5000, 10 000, 100 000, etc. Qu'est-ce que ça produit dans l'univers d'un sujet, dans l'univers mental d'un sujet? Qu'est-ce que fait le jeu d'argent aux joueurs? Pourquoi, encore une fois, une pratique qui peut même être importante commence à vriller? Comment on en perd le contrôle? Comment tout d'un coup, on passe de joueur à addict? Comment ce saut qualitatif, et pas simplement quantitatif, mais aussi qualitatif, se produit. C'est ça que je vais essayer de vous présenter. Alors Claude Olivenstein décrit 3 choses. Il dit il faut une addiction, c'est la rencontre dans un moment socio-culturel d'un produit et d'une personnalité. Alors le moment socio-culturel, vous l'aurez bien compris, Geneviève en a parlé, et Elisabeth aussi dans leur introduction, l'individualisme et le statut qu'a l'argent comme boost, comme statut, comme puissance. Bon. Ça, on est clair que c'est incomparable. On comprend la question de l'appât du gain dans le fonctionnement. Je vous dis, moi-même, c'est une option. C'est une option, mais pourquoi les gens la franchissent? Pourquoi d'autres non? Qu'est-ce qui se passe après? Vous voyez, par exemple, si je gagnais avec ce que j'ai besoin pour acheter une maison, par exemple, ce qui me fait peur, c'est pas tant j'achèterais la maison, ça c'est pas de souci, mais qu'est-ce que je ferais tout d'un coup de ce pied dans l'autre monde que je n'ai pas encore franchi. Parce qu'il y a plein de gens, encore une fois, qui sont abstinents, mais une fois que vous avez passé la frontière, une fois que vous avez gagné au jeu d'argent, ou en tout cas essayé, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens, ils ne vont pas au casino parce qu'ils ont peur de ce qui leur arriverait. Hein. Des fois, ils ont même peur de gagner, en fait. Et à raison, d'ailleurs. Donc, un moment socio-culturel qui fait que les jeux d'argent, plus une société est immobile dans son ascension sociale, plus le jeu d'argent se développe. Dans une société dans laquelle les modèles, les leaders d'influence, les modèles identificatoires des jeunes sont des stars de foot, sont des influenceurs, sont des humoristes qui font la promotion du jeu d'argent. Énormément de gens gagnent de l'argent avec le jeu d'argent, mais ce n'est pas des joueurs, c'est ceux qui en font la promotion et gagnent cet argent sur le dos des joueurs, et notamment des joueurs les plus vulnérables. Donc c'est une économie, c'est un système. C'est un système actuellement qui fait aussi des liens entre l'écosystème du sport et du pari. Les opérateurs sportifs, les plateformes ont rendu dépendants énormément d'acteurs. Les clubs de foot, les chaînes de télé, voilà. Ils ont, si vous voulez, par exemple, si on interdisait la pub pour les jeux d'argent actuellement, ce n'est pas les opérateurs qui seront les premiers à venir se plaindre. Eux, à la limite, ils s'en fichent, notamment les gros. Ça sera les chaînes de télé qui diront « Ah non, non, non », parce que ça nous rapportait beaucoup d'argent. Donc, tout un écosystème qui fait qu'on n'a jamais autant parlé de sport que, par exemple, que ces dernières années, que nous avons des jeunes qui sont fans de sport, qui regardent, qui lisent, qui se sentent compétents dans les analyses et qui pensent pouvoir, on va dire, convertir cette compétence, cette connaissance du sport en argent grâce au pari. C'est toujours la promesse. Bien sûr, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, et puis ça ne marche pas, et puis ça ne marche plus du tout. On va voir. Donc, moment socio-culturel. Bon. Le produit. Alors, qu'est-ce qui finalement rend addict dans le jeu d'argent? Quelle est finalement, j'allais dire, l'essence même du jeu d'argent? Damien en a parlé, c'est la question du rapport au hasard. Alors, je vais être très précis là-dessus. La question du hasard, c'est quelque chose d'inhumain, pour être très précis. Lacan en parle, mais c'est inhumain. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'esprit humain ne peut pas
saisir ce que c'est que le hasard. Notre cerveau est prédictif, c'est-à-dire qu'il cherche constamment à prédire ce qui va se passer. Il a besoin de ça. Tout le temps, vous prédisez ce qui va se passer, vous l'anticipez en quelque sorte. Le hasard est justement, encore une fois, imprédictible. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le maîtriser. Or, notre réalité même, ce qu'on appelle la réalité, est fondée sur des règles de probabilité. Je vais vous expliquer un peu comment, par exemple, on peut rendre addict des pigeons, c'est l'expérience de Skinner, très simplement. Vers 9 mois environ, en crèche ou chez vous, et vous l'avez fait tous, vous avez pris un objet, puis vous l'avez laissé tomber comme ça. Vous avez fait ça 2 semaines, tout le monde a fait ça pendant environ 2 semaines. Le bébé, il lâche un jouet comme ça. Alors, il vient de découvrir un truc formidable qui s'appelle la gravité et la résistance. Gravité, tout corps lâché tombe. La résistance, c'est que quand ça tombe sur le sol, ça s'arrête. Alors il arrête de le faire parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça devient une règle. C'est 100% des fois où je l'ai fait, ça a fait ça. Donc ça ne sert à rien de le refaire, je sais ce qui va se passer. D'accord? Maintenant, imaginons que une fois, la bouteille traverse la table. Qu'est-ce qui va se passer? Vous imaginez, vous arrivez, vous lâchez un objet, tout d'un coup il disparaît. À minima, vous dites, vous réessayez, pour voir. Mais alors, et puis rapidement, ce que vous allez faire, c'est vous dire, alors des fois il traverse la table, des fois non. Des fois oui, des fois non. Alors vous allez essayer de trouver une règle. Vous allez dire, mais est-ce qu'il la traverse toutes les 3 fois? Toutes les 5? S'il est comme ça, jusqu'à temps que vous recréez une nouvelle règle qui vous dise, ça c'est sûr, c'est comme ça que ça se passe. L'expérience du conditionnement opérant des pigeons chez Skinner, c'est celle-là. Ils appuient sur un bouton, ils ont une graine. Alors ils appuient, ils ont une graine à chaque fois, très bien. Ils mangent 30 graines dans la journée. Et puis dans l'expérience, ce qui se passe, c'est que c'est aléatoire. Des fois il y a une graine, des fois il n'y a pas de graine. Et alors là, les pigeons, ils commencent à appuyer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, 30, 50, 100, 1000 fois par jour. Ils font que appuyer. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ça donne des graines ou ça donne pas de graines? Ils ne mangent plus les graines à la fin. Hein. C'est juste, je veux savoir. Le hasard a cette propriété, donc, qu'il est imprédictible et que l'humain ne peut pas savoir. Mais il veut savoir. Et il va développer des biais pour essayer de contrôler, de prédire. On ne peut pas s'empêcher de le faire. Alors, je vous dirais, au bout d'un temps, vous me diriez, ouais, mais, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir s'il y a une graine ou pas? Ouais, mais maintenant, si je vous dis que vous pouvez gagner 5 000 € à essayer de savoir s'il y a une graine ou pas, peut-être que le jeu devient un peu plus intéressant. Donc on mélange l'hasard avec l'argent comme motivation. Donc, quels sont les biais qui découlent du fait du hasard? Ce sont un ensemble de règles qui essayent de prédire. Alors, par exemple, tout à l'heure, dans l'expérience de Damien, il y a eu 3 faces de suite. Il n'y a que 3 personnes qui ont gagné à ce face-là. Ça veut dire que la plupart d'entre vous se sont dit « ça ne peut pas quand même faire 3 faces de suite ». Sauf 3 d'entre vous. Ils étaient là-bas, je les ai vus. Pourquoi ça? Parce qu'on est tous sensibles à ce qu'on appelle la théorie des grands nombres, qui dit que normalement, il y a un équilibre cosmique qui fait que ça doit être autant face que pile. Alors c'est vrai mathématiquement, mais c'est vrai avec des milliards de tirages. Des milliards. Alors c'est pareil, les milliards, vous voyez, quand vous dites Elon Musk, c'est 1000 milliards, on a du mal à considérer ce que c'est que des milliards, honnêtement. Je pourrais vous donner un exemple. Du loto, par exemple, vous dites une chance sur 49 millions de gagner. Qu'est-ce que ça représente, une chance sur 49 millions de gagner? Je vais vous dire ce que ça représente. Vous prenez un train qui va de Paris à Milan, vous jetez une pièce de 2 € par la fenêtre du train, elle tombe pile, la pièce de 2 €, elle tombe pile sur la petite trace rouge qu'on avait mise sur le trajet. C'est ça, une chance sur 49 millions. Vous voyez ce que c'est? Il faut que vous jetiez la pièce et ça tombe pile là où on a mis, on a mis une trace rouge sur ce truc, qui fait la taille de la pièce. C'est pareil. Vous voyez? Donc,
on a beaucoup de mal à concevoir les grands nombres, ce qu'on appelle les grands nombres, et donc on se dit, bah, normalement, ça devrait faire pile ou face, et ce n'est pas possible que ça fasse 3 faces de suite. D'autres, ça, c'est ce qu'on appelle l'erreur du joueur. C'est l'erreur la première. Mais cette erreur du joueur, elle vous semble simple quand on dit, ah bah, 3 fois face, que ça fasse 3 fois face. Mais cette erreur du joueur, elle vaut aussi sur le fait que vous dites, bah, au jeu d'argent, je perds et je gagne. Je ne peux pas perdre tout le temps quand même. Vous voyez? Je ne peux pas perdre tout le temps. Après la pluie vient le beau temps. Ça aussi, c'est une erreur du joueur, c'est-à-dire de dire, bah non, comme ça ne peut pas faire face à chaque fois, je ne peux pas perdre tout le temps, ce n'est pas possible. Alors qu'en fait, si, vous pouvez très bien perdre tout le temps, en fait. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Vous perdez. À long terme, tout le jeu d'argent est perdant. Mais après, ça prendra autre chose. Par exemple, il y a des gens avec les dés, par exemple, j'imagine qu'il y en a parmi pas la salle, ils pensent que s'ils parlent aux dés, ça va changer quelque chose. Il y en a, ils leur soufflent dessus. Il y en a, ils adoptent la méthode sympa, ils leur font des bisous. D'autres plus autoritaires. Allez! Coaching, voire des menaces. Il y en a, ils veulent un petit chiffre, ils tirent doucement. Ils veulent un grand chiffre, ils tirent fort. Il y en a qui prient. S'il te plaît, pitié. Anthropomorphisme, contrôle illusoire. Il y en a, ils se disent, bon, bah, si je tire exactement de la même façon que j'ai fait la dernière fois parce que j'ai gagné, il y aura un lien. Alors ça, on connaît ça. L'expérience passée. Parce que le cerveau ne peut, et nous-mêmes, nous sommes de la mémoire, nous ne pouvons nous appuyer que sur les expériences passées pour prédire. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que des joueurs qui ont gagné beaucoup d'argent se rappellent précisément la date, le jour, le lieu, le montant, même si ça fait 20 ans. Ça crée un précédent. Si c'est arrivé une fois, ça peut arriver de nouveau. Ainsi, par exemple, ce joueur qui vient nous voir en consultation, une vingtaine d'années, étudiant, école d'ingénieur, qui a perdu 40 000 euros. 40 000 euros à 22 ans. Et comment ça a commencé? En fait, il a gagné. Il a commencé à jouer. Il jouait déjà à dos. Hein. Il n'était pas mauvais, dit-il. Donc déjà, l'idée d'une compétence. Dès qu'il a 18 ans, il s'y met. Il joue régulièrement. Bon. Et puis un jour, il gagne. Il gagne l'équivalent de 7 000 ou 8 000 euros, quelque chose comme ça. Super. Il s'arrête un petit peu, il reprend. Puis cette fois, il gagne encore un peu, puis ça s'arrête. Il perd. Il perd, et puis, de plus en plus, il rejoue. Il essaye de se refaire. L'idée qu'on va pouvoir se refaire. On va pouvoir rattraper l'argent. Et puis il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, jusqu'à temps d'être découvert ou de se dévoiler. Je vais vous parler ici de la question de la trajectoire, pour bien que vous compreniez qu'est-ce qui se passe pour un joueur d'argent. Dans la plupart des sites des trajectoires de joueurs pathologiques, j'entends, il y a souvent un gain, soit pour eux-mêmes, soit dans leur entourage, ce qu'on appelle un événement gain marquant, c'est-à-dire, effectivement, on gagne au jeu d'argent, soit eux-mêmes, soit autour d'eux. Ça peut être des trucs très étranges, hein. Par exemple, un patient, il joue à plusieurs machines à sous, plein de fois, tac, 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 4 machines à sous, et il met des pièces à chaque fois dedans. Il a ce truc-là. Puis à un moment, il s'écarte, je crois qu'il va aux toilettes. Et puis, c'était un week-end, et puis un couple arrive, et puis joue sur une des machines sur lesquelles il jouait, et gagne beaucoup d'argent. Je crois que c'était 14 000 euros. Et là, tout le monde dans le casino, il dit « Eh, mais c'est lui, c'était sa machine, c'était lui. » Et lui-même, il dit « Mais j'aurais dû gagner cet argent. Moi, ça fait 1 heure que je suis là à jouer. Eux, ils arrivent, ils mettent de l'argent, ils gagnent le jackpot, il me revient. Gain marquant. Gain marquant par « ça aurait dû être mon argent ». Il va essayer ça va continuer. Ça peut être mon oncle a gagné de l'argent, ça peut être un copain a gagné de l'argent, ça peut même être, effectivement, comme l'a dit Geneviève,
Bah, j'ai vu quelqu'un sur Internet qui a gagné de l'argent. Le gain d'argent, chez le joueur, il va produire quelque chose. Il va produire une forme de « pourquoi pas moi », une forme d'élection. Il va répondre à des questions existentielles. Il va donner un statut, il va permettre une élévation, il va permettre d'anticiper un état qui n'est pas encore actuel. Mais ce gain-là, gain marquant, j'entends, il va effectivement s'arrêter. Ça va s'arrêter. À un moment, le joueur va perdre. Il y a ici un moment que j'appelle le ravissement, qui est donc le fait d'être à la fois élevé par le gain et en même temps de se retrouver prisonnier, otage du hasard et du destin. Parce que à la fois vous dites super, ma vie va changer, j'ai gagné de l'argent, on peut gagner de l'argent, je m'en remets au destin, et quelques temps après, non, c'est pas vrai. C'est du genre, c'est le protocole même de l'arnaque. Vous y croyez, vous voulez y croire, et finalement vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir. On vous retire parce que vous y avez cru. Vous êtes fait duper, finalement. Or, pour chacun d'entre nous, si chacun d'entre vous, ça vous est arrivé de vous faire arnaquer, c'est un sentiment extrêmement humiliant. Parce que personne ne vous a mis un vrai couteau sous la gorge, personne, on vous a volé de l'argent, mais on vous a eu, mais avec votre propre crédulité, avec de votre fait, de votre propre naïveté. Alors c'est le processus qui se passe dans le jeu d'argent, où, entre guillemets, on ne vous ment pas. Alors, on vous ment largement en imaginant, par exemple, quand vous voyez ici, on gagne 3 000 €, si vous regardez en bas, c'est en 1999, donc on ne met pas le nombre de gens qui ont perdu sur un bureau de tabac, par exemple. Il y a une tromperie, bien sûr, sur le nombre, vos chances véritables de gagner. Mais vous avez voulu y croire et vous perdez. Et donc cette perte, elle est humiliante. Et alors là, tout le monde ne va pas réagir de la même manière à la perte, à ce désaveu, ce qui forme un désaveu. Tout à l'heure, Geneviève a parlé de ces gens qui acceptent tous les paris, qui s'ils gagnent le pari, ils empochent, mais qui ne veulent jamais payer. Ils ne veulent pas payer. Ben voilà, un joueur d'argent pathologique, c'est un mauvais joueur. C'est quelqu'un qui ne veut pas payer. Soit parce qu'il n'a pas les moyens de payer, et les moyens dans le sens, tous les moyens, j'entends, il n'a pas la valeur, il n'a pas ce qu'il faut. Et ça, j'en entends au niveau symbolique. C'est-à-dire qu'il est déjà endetté moralement, symboliquement, financièrement. Il ne peut pas payer. Il ne veut pas payer parce qu'il n'accepte pas de perdre, souvent parce qu'il a déjà perdu avant. Perdu plus tôt, c'est la question de ses vulnérabilités. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre, qui ne veut pas payer avec son argent à lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire quelqu'un qui ne veut pas payer avec son argent à lui? Comment on paye une dette? Comment on paye sans payer? Avec le jeu d'argent, en fait. Quand vous avez que 1 000 € et que vous en devez 3 000, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez 1 000, vous devez les transformer en 3 000. Parce que c'est ça qu'ouvre la porte du jeu d'argent. C'est un miracle, c'est la multiplication des pains. Vous mettez 1 000, pour les joueurs, ils disent potentiellement, ça devient 1 000, c'est potentiellement 2 000. Et 2 000, c'est potentiellement 4 000. Toute une logique commence à s'installer dans les joueurs où l'argent ne vaut pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut être. Ça, c'est une façon de penser qui est complètement différente. Là où vous voyez 10 €, eux en voient déjà 50. Et donc, ils se disent, je vais payer ma dette avec l'argent. C'est-à-dire pas avec leur argent réel, mais ils vont fabriquer de l'argent. Ils pensent le fabriquer. Évidemment, ça échoue, parce que pour un joueur d'argent aussi, les chiffres sont ronds et il faut faire table rase. C'est-à-dire qu'un joueur d'argent, par exemple, pathologique, j'entends, il doit 3 000, il a 1 000, il va essayer de monter à 3 000, il va arriver à 2 500. C'est déjà pas mal, hein? Mais il va vous dire 2 500, c'est pas 3 000. Et il va tout reperdre. S'il arrive à 3 000, alors ça ira, il pourra tout sortir. S'il arrive à 3 400, il va mettre 3 000 de côté, il va rejouer avec les 400. Le problème, c'est qu'il va les perdre. Et puis après, il va dire, bon, il me reste encore 3 000. Et puis il va redescendre. Voilà.
Il y a des choses très compliquées qui se passent au niveau des chiffres, entre ce qui rentre, ce qui part. Ils se disent, bon, j'avais 5000, mais que j'ai gagné, je les ai perdus, mais j'ai rejoué, j'ai gagné 3000. Entre l'argent réel et l'argent qui n'ont, entre guillemets, l'argent du jeu, ça devient poreux pour eux. Alors je vais vous donner un exemple de ça parce qu'il faut bien comprendre progressivement comment l'espace du jeu d'argent devient dissociatif, pour dire les choses. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi finalement le jeu d'argent est addictif. C'est parce qu'il met dans un état particulier. Comment on arrive au niveau de la dictologie à comprendre le jeu d'argent, c'est qu'on n'est pas dépendant d'une substance, on est dépendant d'une expérience dans laquelle la substance nous met. Eh bien, le jeu d'argent arrive à mettre dans un état particulier. C'est un état qu'on peut considérer comme dissociatif, dans le sens où des règles, notre état de conscience est modifié. Premièrement, c'est un temps où le monde est suspendu. La réalité ordinaire est suspendue. Okay ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de réflexivité pendant le moment. Vous êtes complètement concentré sur ce qui se passe dans le jeu, sur le match que vous regardez, sur les rouleaux qui tournent. Cela produit un état de conscience très particulier, qu'on appelle d'hypervigilance ou d'hyperfocus, qui fait que vous êtes absolument concentré là-dessus. Pendant ce temps-là, vous ne savez pas qui vous êtes, vous perdez la notion du temps. Alors je vous donne un exemple, par exemple, qui explique aussi des différences de genre. La charge mentale est suspendue pendant ce temps-là. Ce n'est pas le moment où vous êtes en train de jouer, où vous vous dites « Ah, j'ai des courses à faire. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire ?» Non. Il y a une joueuse pathologique, elle amène son petit-fils à l'école, elle dit « J'ai un peu de temps pour aller au casino ». Elle va au casino, c'est les vigiles du casino qui disent « Mais attendez, il y a un enfant sur le parking depuis 3 heures. » C'est ça. Alors vous aurez remarqué, dans un casino, pareil, pas de lumière du jour, pas d'horloge, c'est fait pour. Hors temps, hors société, hors espace. L'idée, c'est de couper. L'idée, c'est que pendant ce moment-là, vous êtes à votre affaire et le monde est suspendu. C'est un des intérêts, d'ailleurs, pour les gens qui cherchent à éviter le monde, c'est que quand ils sont dans cette bulle, eh bien, tout ça disparaît. Une femme d'affaires importante, qui a beaucoup d'activités, qui s'occupe de ses enfants, qui s'occupe de plein de choses, eh bien, le seul endroit où elle accepte de fermer son téléphone portable et de ne pas répondre, c'est quand elle est au casino. Sinon, tout le temps, même en séance, elle peut être avec son téléphone portable. Donc il y a vraiment cette idée que, pour ce qu'on appelle l'escapisme, c'est-à-dire l'idée que quand vous êtes dans le jeu, dans cette expérience-là, il peut y avoir de la tranquillité, paradoxalement, mais il peut y avoir du calme, ou en tout cas un état où vous êtes hors du monde. Mais le jeu a sa propre logique. Premièrement, donc il va produire ce qu'on appelle le frisson du jeu, qui est à la fois un mélange d'excitation, d'anticipation de la récompense. Pour aller très vite, l'anticipation de la récompense, vous savez pourquoi on met du papier cadeau à Noël ? Pourquoi on n'offre pas les cadeaux directement ? Tiens, là voilà ta cafetière. Tiens, voilà ton livre. Pourquoi on met un papier cadeau ? Parce que, en fait, c'est ça qui se passe. C'est que quand vous voyez l'objet et qu'il y a un papier cadeau, votre cerveau, il s'excite. Il dit, qu'est-ce que ça peut être ? Il anticipe. Vous voyez à quel point, des fois, ça va très vite. Vous voyez la forme, vous dites, mince, c'est un livre. Alors, pour certains, c'est génial, quel livre ? D'autres, non. Moins vous arrivez à prévoir, plus vous vous excitez, parce que vous pensez tout de suite à un meilleur truc possible. Et puis, vous vous jetez sur le cadeau, vous ouvrez, et puis, c'est ça. Et ça tombe. C'est ça et rien que ça. Le plaisir, il n'est pas dans la récompense. Le plaisir, il est dans l'anticipation de la récompense. Déjà là. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que la récompense. Or, dans le jeu, il y a constamment de la surprise. Constamment, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous avez gagné ou perdu ? Ça, c'est le côté chaud. Il y a le côté froid. Il y a le côté qu'on appelle qui est le stress, l'hormone du cortisol. C'est vous pouvez perdre de l'argent. Quand vous avez mis 500 €, surtout si ce sont vos derniers,
vous avez peur de les perdre. Ça, c'est froid, ça. Vous voyez, le frisson, c'est chaud et froid, c'est la moitié. Or, c'est ce qui est génial dans le jeu d'argent, c'est qu'en fait, entre la mise et le résultat, vous êtes dans une phase, un état qu'on appelle quantique. Vous avez à la fois gagné et à la fois perdu. Chaud et froid en même temps. Excitant. L'intensité peut être... Le joueur travaille sur leur intensité. Ils peuvent augmenter les mises, augmenter les risques, etc. Pour certains, on a des phénomènes de tolérance où s'il n'y a pas 50 euros ou 100 euros sur la table, ça ne produit rien. Il faut augmenter les mises pour avoir un petit frisson. Et ça, c'est ce qui va commencer à comprendre pourquoi leur rapport à l'argent est modifié. Il est modifié, j'allais dire, viscéralement, sensoriellement. Je vais vous donner un exemple pour ça, pour que vous compreniez. Je vais vous demander de lever la main pour ceux qui diront « oui, je fais un effort pour chercher ». Si vous savez qu'il y a une pièce de 1 centime par terre, est-ce que vous faites un effort pour chercher ce centime? Levez la main. 5 centimes. Faire un effort, hein, ce n'est pas juste se baisser, etc. C'est un peu chercher. 5 centimes. Oh, allez-y. Hein. 10. 50 centimes. Une pièce de 50 centimes, hein, c'est une pièce jaune hein, quand même. 1 euro. 2 euros. Un billet de 5. Un billet de 10. Un billet de 20. Un billet de 50. Il y a des gens, même un billet de 50, qui ne font pas l'effort. Un billet de 100. OK. Bon, ça c'est pour vous montrer qu'en fait on a des seuils. On a des seuils à partir de quand l'argent c'est important, ça veut dire quelque chose. D'accord? Un joueur d'argent, avec les mises, c'est pareil. S'il y a 5 euros, ça fait rien, ils font pas d'effort, ils y vont même pas, ils pensent même pas à jouer, tiens d'ailleurs. 5 euros, ça m'active pas, j'ai pas envie. S'il y a 10 à 50 potentiellement. Sauf si c'est les derniers, évidemment, là l'argent prend de la valeur quand il est rare. Le jeu d'argent sont des séquences, ils font des séquences, vous pouvez considérer que c'est comme des tours de manège. Il y a des tours de manège lents, et puis il y a des tours de manège qui sont super sympas et très excitants. Quand on joue au jeu d'argent, on paye des tours de manège, plus ou moins excitants. Ça veut dire que l'argent, au bout d'un moment, n'est que... L'argent ne vaut pas pour autre chose, c'est-à-dire qu'on perd la notion de l'argent qu'il vaut pour autre chose. Alors ça, c'est extrêmement important à saisir. Comment un joueur peut-il mettre 200 euros dans du jeu d'argent et quelques minutes plus tard trouver qu'un café à 3 euros, c'est du vol? C'est fou ça. Parce qu'en fait, l'argent dans le jeu ne vaut pas pour l'extérieur. Ce sont comme si c'était deux pays différents et deux monnaies différentes. L'argent dans le jeu, il est autotélique, il vaut pour lui-même. C'est une tautologie, quoi. C'est-à-dire, ce n'est que du temps de jeu ou ce n'est que on va dire des tours de manège. Et le problème, c'est que ça va être ça. C'est-à-dire que l'argent, comme il est utilisé très souvent que pour ça, la valeur de l'argent dans la vie réelle va perdre de sa valeur. C'est-à-dire que les joueurs vont finalement considérer que l'argent n'est que pour jouer. Et c'est des joueurs qui, par exemple, c'est des gens qui vont très peu acheter de choses, parce que l'argent doit d'abord aller au jeu. Donc le jeu d'argent, en ce sens, produit des expériences fortes, un état dissociatif. Il va modifier le rapport à l'argent, structurellement, pour les joueurs. Ils vont développer des biais cognitifs de plus en plus importants, qui tous montrent qu'ils ont une possibilité, parce qu'ils en ont besoin de gagner de l'argent, ils ont besoin de se refaire. Encore une fois, ils ont besoin de se refaire. Donc, il faut avoir de l'espoir. Or ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est que l'espoir est un des sentiments humains les plus forts qui soient. Même quelqu'un qui soit vraiment dans des conditions terribles, maladies graves, etc., on dit tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. C'est un sentiment extrêmement fort qui permet de supporter des conditions
effroyable. Et bien, le problème dans le jeu d'argent, c'est que ce sentiment extrêmement puissant se place au mauvais endroit, c'est-à-dire qu'il se place sur le problème. Et c'est la seule addiction où la solution est dans le problème. Il n'y a pas quelqu'un avec l'alcool qui va dire « ouais, je vais boire beaucoup, comme ça je vais arrêter ». Alors que le joueur d'argent ont des rationalisations où ils disent « je vais me refaire, je vais gagner, et après je m'arrête ». La vérité est ailleurs. Aucun joueur ne sort du jeu d'argent par un gain. Vous y retournerez de toute façon si vous gagnez. On sort du jeu d'argent par l'abandon. On sort du jeu d'argent par l'humilité, par comprendre qu'il y a des forces qui sont supérieures à nous, le hasard, et qu'on ne peut pas gagner à long terme. C'est important parce que ça permet de comprendre comment les joueurs sont dans des situations où ils peuvent alterner entre arrogance ou orgueil et humiliation. Encore une fois, je vous ai dit, le processus du jeu d'argent fait que plus vous êtes orgueilleux, plus vous avez besoin de gagner, plus vous avez un problème autour de l'argent, de l'estime de vous, de la place, bref, ce qu'on appelle les vulnérabilités qu'on rencontre dans d'autres addictions. Plus vous perdez, plus vous allez vous faire humilier. Or ça, c'est insupportable, il faut toujours garder la face. Et donc, les joueurs vont... C'est Beaumarchais qui disait « c'est un déshonneur de jouer, c'est un honneur de payer ses dettes ». C'est-à-dire que pour le joueur, finalement, récupérer l'argent, c'est ce qu'il s'imagine être le meilleur moyen de restaurer l'honneur et l'estime qu'il a perdu en allant jusqu'au bout. Je gagne, et comme ça, j'efface tout. Comme ça, je n'ai pas besoin d'avouer, par exemple. Les joueurs dissimulent énormément. Ce jeune joueur-là de 22 ans, il s'est dit tout le temps « je ne peux pas dire à mes parents que j'ai perdu 40 000. Mais si je gagne, j'ai pas à avouer, j'efface tout. Il y a rien, il ne s'est rien passé. L'idée de se refaire, c'est l'idée du déni. C'est de dire il ne s'est rien passé. Rien du tout. Comment on travaille à partir de la clinique du joueur? La première chose, c'est le dévoilement. C'est-à-dire d'arrêter de mentir. Les joueurs d'argent, comme beaucoup d'addicts, dissimulent. Ils dissimulent pour toutes les bonnes raisons, parce qu'encore une fois, ils sont humiliés, ils se sont fait avoir. Beaucoup des demandes de soins arrivent par le dévoilement. Ça veut dire qu'ils ont honte. Ça veut dire qu'ils visent à éviter toute question. Donc déjà, sur le jugement, quand on est face à un joueur d'argent, il faut évidemment... et ils se jugent plus sévèrement que ce que les autres, l'entourage se trouve. Souvent, quand ils avouent qu'ils ont perdu de l'argent, la réaction de l'entourage est plutôt bonne, ils en sont soulagés et surpris. Donc d'abord, comprendre qu'ils ont honte et qu'ils dissimulent. Deuxièmement, ce qu'on va amener à faire, c'est de leur dire que l'espoir se situe autre part que de se refaire. C'est-à-dire comment accepter le fait de s'être fait avoir, d'avoir eu ce que j'appelle un accident. Parce qu'en fait, je compare très souvent les joueurs à une chute de ski. Vous voyez, quand on fait une chute de ski, au début, on fait du ski, on aime bien, on est peut-être bon et tout ça, et à un moment, on prend de la vitesse, on perd le contrôle, et on se prend un mur. Et ce mur-là, et on se prend un mur, et on se blesse. Et on se blesse fortement. Et après, en général, on a 6 mois d'immobilisation, 1 an de rééducation, c'est très long. Eh bien, on peut considérer, beaucoup le font en dehors de nos lieux de soins, en font la même expérience avec le jeu d'argent. C'est une conduite à risque, il faut le reconnaître. Ils prennent des risques, ils perdent, ils se font mal. Et le prix, c'est un prix qui est en milliers d'euros parfois. Et l'immobilisation, ça va être l'interdiction de jeu, ça va être l'arrêt du jeu. Et la rééducation, ça va être, puisqu'on est des fois pendant un certain temps avec très peu d'argent, de fin de rembourser la dette. Et des fois, il faut accepter qu'il y ait des séquelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu des accidents de la route ou du ski et ils ont des séquelles à vie. Et il arrive aussi que pour les joueurs d'argent, ils aient des séquelles à vie. Notre travail, c'est de pouvoir accepter ça, se remettre le mieux possible pour se dire on peut avoir été jeune et avoir fait une bêtise, avoir eu un accident, et en leur disant que ce n'est pas totalement de leur faute. Et ça, c'est extrêmement important de les déculpabiliser. C'est un problème qui est systémique. Oui, ils ont leur part, d'avoir voulu y croire, de s'être fait abuser. Bon,
comme ceux qui prennent beaucoup d'alcool, qui conduisent vite, etc. Et il y a une part qui est liée aussi à un système qui favorise et qui n'indique jamais que le jeu d'argent est en fait, malgré ce qu'on peut dire, une conduite à risque. Je vous remercie et on passe à la discussion. Merci Thomas. Je vais tout de suite laisser la parole à la salle. Je ne doute pas qu'il y ait plein de questions. C'est aussi un exposé très riche. Bonjour, merci à tous les trois. Moi, je travaille pour Soliguide et du coup, nous, on travaille beaucoup sur favoriser l'accès des personnes en difficulté qui ont eu un accident de parcours vers les lieux où ils peuvent trouver de l'aide. Et on se pose souvent la question du coup de comment nommer ces addictions, quel mot employer pour que les personnes qui sont peut-être encore dans le déni, enfin je ne sais pas à quelle phase, se reconnaissent voilà, dans les mots qu'on utilise et voilà, et puissent accéder à des lieux, des dispositifs qui les aident de cette manière-là. C'est une très bonne question. Comment on pourrait le nommer en dehors de jeux pathologiques, jeux problématiques, jeux agressifs, accidentés du jeu? Je ne sais pas. J'y ai pas vraiment réfléchi, mais je trouve qu'effectivement, il y a tout un travail sur trouver un nom qui ne soit pas stigmatisant et qui reflète le fait qu'on puisse, encore une fois, oui, je trouve, s'accidenter, s'enferrer. Alors après, il y a des variantes, etc., mais qu'en tout cas, on est tombé dans le panneau. Alors, est-ce qu'on peut dire ils sont tous fait arnaquer? Est-ce qu'on peut se dire victime d'arnaque? Alors là, c'est généralisé quand même, mais je ne sais pas parce que je ne suis pas dans le marketing, mais je pense qu'effectivement, il faut trouver un mot. Qu'est-ce que vous utilisez d'ailleurs? Nous, pour le moment, on reprend vraiment les termes qui sont employés par l'EXAPA, les CARUD. Ouais. Voilà, mais c'est voilà, une question vraiment qui nous anime et c'était peut-être aussi une question pour Jenny qui a fait beaucoup d'entretiens avec des personnes concernées par les addictions. Plutôt du coup un public jeune. C'est une bonne question, mais je veux bien y réfléchir et voilà, là tout de suite, j'ai pas. Essayez d'y répondre. Moi, je crois que je les appelle par leur prénom. Parce que finalement, c'est ce que je cache mal, cette question, comme dans toutes les formes d'addiction d'ailleurs, c'est qu'ils nous tendent un personnage. Cette fois-ci, c'est le personnage du joueur, du flambeur, de l'accidenté. Bon, moi, je crée le lien avec la personne qui est derrière. Donc, je crois que je les appelle par leur prénom. Et en même temps, effectivement, on a un clinique, mais en même temps, il est important de donner une représentation pour que les gens se disent finalement, je suis pas... Parce que eux se disent tous, je suis le seul idiot quand même. Ils se disent, tout le monde gagne, etc., ou ils perdent pas tant, mais pourquoi moi, je suis le seul idiot? C'est pour ça qu'il manque, il y a beaucoup... Parce qu'ils n'ont pas de représentation, qu'il y a d'autres gens qui sont malades, parce qu'ils pensent que... pour dire je suis malade ou pour dire je suis addict, il faut en avoir une représentation. Et effectivement, il y a une nécessité de créer une représentation, mais surtout qui ne soit pas stigmatisante. Qui ne soit pas stigmatisante. Autre question, Marc? Pour compléter en attendant la question, mais c'est là tout l'intérêt des groupes de personnes, en fait, justement, de manière nuancée et puis entre pairs, PAIRS, justement, d'arriver à définir le moment où ça vrille, où on n'est plus maître de son jeu quelque part, voilà. Et c'est tout l'intérêt de travailler dans cette co-construction avec eux, justement des définitions, par exemple. Puisque, vous avez raison de le souligner, c'est pas évident de trouver un terme qui nous soit commun entre celui qui identifie le problème et puis celui qui le vit, mais qui n'est pas tout à fait prêt, du fait de tout ce que Thomas et Geneviève ont partagé cet après-midi, mais qui n'est pas tout à fait prêt à reconnaître sa difficulté.
pour lequel ça va être très difficile quand même de l'identifier. Bonjour, merci de vos présentations qui étaient très intéressantes. Moi, je travaille dans le cadre de la prévention et ma question, ça serait plutôt, est-ce que vous avez repéré des facteurs de vulnérabilité, des choses peut-être plus spécifiques sur le terrain auxquelles on devrait être vigilant pour mieux les accompagner, pour éviter justement de tomber dans les conduites à risque et dans les addictions? La littérature en fait la liste à foison de la vulnérabilité. Alors il y a ceux qui sont, on va dire, contextuels, et Geneviève en a très bien parlé, la question de la précarité, la question de... On va dire, il y a ceux qui sont, on va dire, sociologiques, et je préfère laisser Geneviève là-dessus, et il y a ceux qui sont, on va dire, plus psychologiques. Moi, ce que je note, un constat que je note, en tout cas, c'est l'immaturité, qui est très très présent, l'immaturité, la difficulté à adopter une position adulte. La question, et je trouve qu'elle a été très bien formulée sur est-ce qu'ils ont une vision à long terme, une vision à court terme. C'est aussi ça qui fait sur la question adolescent-adulte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur qui est sur aucun joueur pathologique qui est sur une vision long-termiste. Elle est toujours au jour le jour. À partir du moment où vous jouez au jeu d'argent et que vous comptez dessus, c'est une vision qui est au jour le jour. Ce qui s'oppose à un projet adulte. Donc des gens qui sont effectivement précaires, mais dans tous les sens du terme, ça, c'est un facteur de vulnérabilité. Vous avez ceux qui sont endettés. Alors, des fois, ils sont endettés de façon très particulière. Hein. Par exemple, beaucoup, c'est parce qu'ils ont fait un prêt pour leurs études, ils se sentent endettés. C'est-à-dire, pour eux, dès le premier jour où ils se disent « mince, dans 4 ans, je vais devoir rembourser de l'argent », ils sont déjà endettés, ça a déjà une pression, et le jeu d'argent apparaît comme un moyen pour leur soulager. Vous avez ceux qui sont endettés parce que les parents ont investi sur eux. On te paye tes études. On paye tes études, quand les parents ils payent, en fait ils investissent. Ce n'est pas un don. Il y a un retour sur investissement. Donc toutes ces formes-là de dette symbolique et financière, des fois réelle, pèsent sur eux. C'est un facteur de vulnérabilité pour moi. Il y a et puis il y a les parents joueurs, on en a parlé. Les expériences de gains marquants sont des facteurs de vulnérabilité. Il faut bien comprendre que si je prends 1000 gamins de 18 ans, je leur fais gagner 1000 € à chacun, j'en aurai un certain pourcentage qui vont pouvoir commencer à développer une addiction. C'est quand même une addiction qui peut se développer sans avoir trop de facteurs de vulnérabilité comme les autres addictions, par exemple. Donc ça, c'est quand même particulier, quoi. C'est de se dire, mince, le simple gain peut... Alors, il y a l'âge, il y a plein de choses, mais voilà. Donc ça, ce sont des facteurs de vulnérabilité. La tendance au mensonge, la sociopathie, sociopathie, le TDAH est un facteur évidemment. Donc il y a des choses qui sont assez classiques. Et ce qu'on appelle la vulnérabilité émotionnelle. Donc voilà, ça sont des facteurs de risque. Ce sont des facteurs de risque dans le sens où ils aggravent la sévérité de l'addiction. Parce qu'encore une fois, j'ai des situations où il y a des gens qui ont commencé, joué beaucoup et arrêté tout seuls. Et ils ont eu une période d'addiction, mais ils se sont arrêtés tout seuls. Enfin, pas tout seuls, mais avec l'entourage, etc. Ils s'en sont débrouillés sans nous, en tout cas. Il y en a beaucoup qui le font. Parce qu'ils n'avaient pas de gros facteurs de vulnérabilité ou parce qu'ils avaient des facteurs de protection. Donc il y a aussi, ça a compté, l'entourage. Le fait de pas... Un des très bons facteurs, encore une fois, c'est de pas... si vous ne gardez pas ça pour vous, encore une fois, tout change à partir du moment où vous dévoilez, en fait. Vraiment, tout change. Oui, peut-être pour rajouter une chose par rapport aux facteurs de vulnérabilité. Dans les études de l'OFDT, par exemple, celle que j'ai montrée au début de la présentation, il parle aussi du fait d'avoir de l'argent disponible tôt. Pour les apprentis, par exemple, d'avoir un revenu, ces choses-là. Et il y a quand même beaucoup de jeunes qui m'ont parlé de leur souhait de comprendre comment ça fonctionnait l'argent aussi, qui m'ont dit, mais en fait, moi, j'avais envie de comprendre comment on gère l'argent, ce que c'est. À l'école, on ne me disait pas, c'est quoi les impôts, c'est quoi les machins. Voilà, une demande aussi un peu exprimée, finalement, d'éducation financière. Et donc, du coup, on va faire nos tests avec l'argent un peu partout. On va tester nos limites, on va voir comment ça marche. Donc, je trouve qu'il y a aussi peut-être ce truc de se dire qu'on peut aussi
dans une vision un petit peu plus large aussi que celle de l'addiction, le mettre en lien avec une sorte d'éducation aussi financière peut-être. Voilà. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Moi, je m'interrogeais derrière l'image de joueurs professionnels. On nous vend finalement au poker qu'il y aurait des joueurs professionnels, c'est-à-dire qui réussiraient à jouer et à gagner. C'est quoi la réalité derrière en tout cas ce terme et les joueurs? Bon, Patrick Bruel, j'ai une petite idée, mais les autres, je me demande. Alors, la réalité, bon, déjà, il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'une réalité, mais les joueurs professionnels, alors de poker seulement, déjà, parlons clairement, il n'y a pas de joueurs professionnels de roulette, par exemple. Même si vous avez des influenceurs qui sont payés par des casinos pour jouer gratuitement, pour jouer à la roulette et gagner, et pour donner envie aux autres. Donc, il faut comprendre la logique quand même. Donc oui, c'est une réalité, c'est des gens qui jouent au poker de façon professionnelle. C'est une minorité de gens, je sais pas, on dirait il y en a peut-être 1000, 5000 dans le monde, enfin c'est pas grand monde. C'est des figures comme ça, c'est comme les professionnels de e-sport, si vous voulez, de sport électronique. Bon, voilà. Par contre, ce qu'on voit, moi que je trouve plus perturbant en un sens, c'est comment, et notamment les opérateurs, ont transformé d'autres gens en joueurs professionnels. Si vous vous rappelez, c'est-à-dire que tout d'un coup, transformé, ou en ont profité pour faire de la pub, comment des chanteurs, des sportifs ou des humoristes sont devenus tout d'un coup des têtes de gondole pour des sites de poker en ligne ou de paris sportifs. Après, dans la réalité, sur les paris sportifs, vous avez 0,003% des gens qui gagnent plus de 10 000 € par an, c'est-à-dire 3 000 personnes en France. Plus de 10 000 €. Hein. Donc 3 000 personnes seulement, 0,003%. C'est absolument microscopique. Pourtant, ces gens-là, c'est eux qui sont les têtes de gondole. On a l'impression qu'ils gagnent beaucoup d'argent, puisque tous ceux qu'on montre qui gagnent plus que 10 000 € pour l'année. Donc en fait, beaucoup de gens finalement ne gagnent pas d'argent en jeu d'argent et beaucoup de gens en perdent. Donc voilà, pour la question professionnelle. Donc ça se limite au poker qui est en train de passer de vague, de mode tout simplement. Après, il y a quand même, j'ai vu certains qui commencent à quantifier leurs stats de parieurs, notamment les tipsters, parce que c'est combien de paris, leur pourcentage de bons paris en fait, comme une valeur intrinsèque, enfin une valeur de leur pronostic, etc. Après, le jeu professionnel, c'est ça qui a une différence, c'est-à-dire qu'on peut être parieur professionnel, on peut être parieur ou joueur professionnel, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le poker lui-même ou avec le sport. Ça a à voir avec de la comptabilité. En fait, pour être un bon parieur professionnel, un bon gambler professionnel, en fait, il faut être une machine. C'est-à-dire ne pas avoir d'émotion, c'est-à-dire avoir une bankroll, c'est-à-dire par exemple, les professionnels ils vous diront normalement votre bankroll, c'est-à-dire la somme que vous dédiez au jeu d'argent ne doit pas dépasser 5% de votre budget mensuel. Donc c'est vraiment un petit... Et vous devez faire des choix qui sont vraiment pas excitants du tout en fait, voire contre-intuitifs. Par exemple, un joueur pathologique, même un joueur pathologique, il ne va jamais parier contre son équipe de cœur. Alors qu'en fait, si c'était un parieur professionnel, il devrait le faire, si c'était le bon coup à faire. Un parieur professionnel, il compare les cotes, il fait des stats, il ne joue pas à l'émotion. S'il a perdu, c'est pas grave, il ne va pas vouloir se refaire. Donc, il y a des joueurs professionnels, ils se rapprochent plus de machines que d'humains, en fait. Et voilà. du coup, les joueurs professionnels, ce sont des joueurs qui contrôlent? Oui, La différence. c'est ça qui fait leur talent, c'est qu'ils contrôlent, oui, bien sûr. Donc des compétences? Comment ? Avec des compétences? Oui, ils ont des compétences. Ils ont des compétences, ils ont un sang-froid, ils ont une... Puis c'est leur métier. Enfin, c'est leur métier. Et c'est certains qui travaillaient dans... C'est génial, parce que beaucoup travaillaient dans le milieu. C'est-à-dire, étaient des pronostiqueurs ou travaillaient dans des boîtes. Donc, pour eux, c'est des chiffres, en fait. Il n'y a pas autre chose. Et ils ont un rapport au hasard qui n'est pas du tout le même que les joueurs. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire qu'eux intègrent la dimension du hasard véritablement. Quand vous lisez des analyses de foot, des commentaires sur le match, à quel moment vous voyez un journaliste dire « bah ça c'était de la chance ». Ah, jamais.
C'est-à-dire le pourcentage du résultat attribuable à la chance n'est jamais dit. Ça se trouve, ça explique 90% du résultat. Et 10%, ça va être les analyses. Ouais, il était en forme, ouais, il était en bonne forme ces temps-ci, ils se comprennent bien tous les deux. En fait, ça se trouve, ça explique que 10% du résultat. 90%, c'est la chance. Et ça, ce n'est jamais dit dans les analyses. Alors, quand vous lisez beaucoup d'analyses et vous croyez connaître beaucoup de choses, mais en fait, rien du tout, en fait, puisque vous ne pouvez pas attribuer le résultat à la chance. Oui. J'aurais une question, mais avant, juste une petite très rapide histoire de biais cognitifs. Ça parle aussi de voyage en avion, etc. Alors là, il n'est pas question de l'hôtesse qui montre son téléphone, mais c'est le mauvais prof de proba qui prend l'avion. Et ce mauvais prof de proba, il prend l'avion, il se fait choper à monter dans l'avion, on le contrôle, il a une bombe dans sa valise. Alors les autorités lui font « mais monsieur, quand même, vous avez une bombe, etc. Vous vous rendez compte de la gravité ?» Il fait « oui, mais je l'ai pris parce qu'il y a une chance sur 1000 qu'il y ait une bombe dans un avion, donc il y a une chance sur 1 million qu'il y en ait deux, mais moi, la mienne, je ne la ferai pas exploser, donc je réduis le risque qu'il y ait une bombe qui explose dans l'avion où je monte. » Voilà, donc les tirages indépendants mal compris, ça peut donner ça. Ma question, c'était est-ce que au-delà de l'argent lui-même est gagné pour se refaire ou rembourser une dette ou espérer avoir de l'argent alors que sinon le reste nous l'interdit, est-ce qu'il n'y a pas avant tout, parce qu'en plus j'ai entendu plein de fois le mot cet argent qui est joué dans le jeu, c'est pas l'argent avec lequel j'achète mon café à 3 €. J'ai entendu plein de fois aussi entendu le mot symbolique, etc. et tout. Est-ce que finalement, comme par exemple, dans le gain d'argent, Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, montrait que gagner de l'argent pour les protestants de la fin du 19e siècle, c'était une manière de chercher des signes de sa prédestination, parce que ça les faisait vachement flipper de savoir est-ce que je suis prédestiné à l'enfer ou au paradis. Et il cherchait, en ayant de l'argent, à avoir la preuve de cette prédestination. Est-ce que dans le jeu de hasard et d'argent, on ne cherche pas dans le gain, en fait, quelque chose qui est un signe d'une élection, d'une réussite, surtout si on regarde, même dans une société qui est sécularisée, finalement, l'argent, c'est quelque chose qui est immatériel, qui est universel, et qui est assez omnipotent, on peut acheter un peu tout ce qu'on veut avec, donc finalement c'est un peu une figure divine. Donc si je suis élu par l'argent, j'ai une forme de prédestiné. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi qui joue? Et à ce moment-là, c'est comment on fait par rapport à ça? Alors tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors tout à fait pour plusieurs raisons. Déjà, alors après il y a la théorie, il y a la pratique. Et en fait, dans la clinique, on voit bien que le gain d'argent, il prend... Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne bien. C'est absurde de gagner de l'argent. De gagner de l'argent au jeu d'argent, c'est absurde, je vous l'ai dit. Pourquoi ce jour-là? Pourquoi ce montant? Rien n'a de sens. C'est le hasard, c'est comme ça. Mais l'être humain ne peut pas faire autrement qu'attribuer du sens à quelque chose. Et donc, il va l'attribuer de façon consciente et de façon inconsciente à quelque chose. Et c'est dans la clinique du patient qu'on voit quel sens, j'allais dire au pluriel, peuvent prendre le gain d'argent. Pour certains, c'est une malédiction, ce gain. C'est-à-dire ce gain est en trop, ce gain est immérité, ce gain, ils ne devaient pas l'avoir, certains. D'autres auront gagné de l'argent autre part et vont tout le dilapider dans le jeu aussi. Il y a des gens, par exemple, qui touchent des assurances pour des trucs horribles, ils touchent de l'argent ou des héritages qui est immérité, et ils ne savent pas quoi faire de l'argent, ou en tout cas, ils ne savent pas faire autre chose que de tout le dépenser dans le jeu d'argent. Donc on peut se poser la question aussi que des fois, le jeu d'argent peut prendre plusieurs sens. En termes d'élection, oui, il y a fondamentalement, pourquoi vous et pas les autres, il y a la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Alors c'est intéressant parce que les religieux sont certainement ceux qui sont les plus protégés des addictions parce que justement eux disent cet argent il n'est pas mérité, c'est pas moi. D'ailleurs ils prennent l'argent et généralement ils le refilent à droite à gauche. Ou souvent ils ne jouent pas d'ailleurs, mais pas pour rien.
ne demande pas impunément à Dieu quelque chose. Et donc pour les joueurs, ça va effectivement, ce que je vous ai dit, ça va les élever, ça va leur faire atteindre un état supérieur qui vont en fait avoir du mal à gérer, en fait, tout simplement, qui vont pas pouvoir assumer, clairement, et qui vont pas pouvoir reconnaître qu'il n'est que dû au hasard. C'est-à-dire qu'ils vont se dire « Ah, c'est moi ». Alors qu'en fait, il faudrait surtout pas se dire là. Donc comment on les accompagne? En restaurant la question du hasard, en disant « C'est tombé sur toi ». C'est pas forcément bien ou mal, c'est comme la foudre, ça tombe sur toi, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est surtout, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est un accident heureux qui est devenu malheureux, mais accident. Et c'est parce que, par orgueil, et parce que tu as voulu prendre cette contingence chanceuse pour une élection, que ça a signé ta perte. C'est parce que tu as voulu en faire une puissance, tu as voulu en faire un statut, parce que tu en avais besoin, ça certes, mais que tu as profité de ça pour en faire quelque chose que tu n'aurais pas dû. Ce n'est que du hasard, ce n'est que de la chance et pas ce que ton fantasme a finalement manifesté. Il y a effectivement dans le jeu d'argent, comme si le fantasme qui est toujours présent devenait réalité et que c'était un signe et que ça se concrétisait. Et c'est ça qui fait, parce que l'argent, c'est ce qui fait que le terme de jeu est très mauvais en français, on devrait dire pari et pas jeu, parce que c'est que il n'y a pas de cercle magique dans le jeu d'argent, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est en lien avec la réalité. Donc voilà. Donc le travail, il est effectivement de leur dire que cet argent-là n'est pas mérité par leur propre puissance, singularité. Ça leur est tombé dessus. Par contre, ils l'ont mal géré, là où d'autres l'ont bien géré. Donc c'est aussi, il y a des gens qui gagnent de l'argent, ils ne deviennent pas tous addicts. Hein. Donc pourquoi eux? Parce qu'ils y ont vu autre chose que ce qu'ils auraient dû y voir. Moi, je me posais la question du dépistage, notamment chez les adolescents, parce que ce n'est pas forcément des questions qu'on pose. Voilà, est-ce qu'il faut être un peu systématique ou pas? À partir de quel âge? Je pense que oui, et je pense que vous pouvez repérer un joueur d'argent. C'est génial le jeu d'argent pour le coup. On a le test qui a la meilleure sensibilité et pertinence au monde. Il s'appelle le Bet and Lie. Donc 3 questions à poser à n'importe qui, vraiment à n'importe qui, à toute votre population pour dire: est-ce que tu joues au jeu d'argent? Oui, non. Ok. 2, si la personne joue, est-ce que tu dissimules combien tu joues, l'ampleur de ta mise, vous formulez comme vous voulez en fonction de votre public, est-ce que vous dissimulez combien ça vous coûte, ou combien de fois vous y allez, est-ce que vous dissimulez alors vous pouvez le présenter autrement, est-ce que tout ton entourage est au courant? Est-ce que tu caches? Bon, vous faites comme vous voulez, du moment qu'il y a de la dissimulation. Et deuxièmement, est-ce que quand tu perds, tu essayes de rejouer pour regagner l'argent perdu? Tu essayes de te refaire. Si la personne répond oui aux 3 questions, oui je joue, oui je dissimule, oui je cherche à me refaire, vous avez environ 85% de chance de tomber sur un joueur pathologique. Donc c'est un taux, juste ça. On n'a pas besoin de montant, on n'a pas besoin de par semaine, on n'a pas besoin... Non, 3 questions. Parce qu'à partir du moment où vous mentez, c'est que ça vous pose un problème. Et à partir du moment où vous cherchez à vous refaire, c'est que la perte vous pose un problème. Et voilà, donc vous n'acceptez pas. Et donc, rien qu'avec ces 3. Et donc ça peut se poser même aux collégiens. Hey, ça t'arrive de jouer au jeu d'argent? Oui. Tes parents, ils sont au courant? Tes potes, ils sont au courant? De combien tu joues? Ouais, ça ne me pose pas de problème de leur dire que je joue 10 €, d'accord, ok. Non, je préfère pas, parce que c'est beaucoup des fois. Et si quand tu perds, est-ce que tu rejoues après, ou le lendemain, ou la fois prochaine, pour te refaire, pour récupérer l'argent? Si vous dites, bah ouais, parce que je joue beaucoup, parce que je joue gros, parce que je supporte pas de perdre, enfin à voir, bah là, vous avez la chance d'avoir quelqu'un. C'est pas forcément hyper sévère, mais vous avez une grande chance d'avoir affaire à un joueur d'argent. Donc ça, c'est vraiment les 3 trucs pour repérer facilement. Une autre question par ici? Oui, je vais nous replacer dans notre contexte des quartiers, du jeu et des jeunes, parce qu'on voit que finalement, ça se fait entre pairs, c'est pas les familles où on joue pas, on n'achète pas des jeux de hasard forcément aux enfants. C'est plus, est-ce que les pratiques collectives, justement, est-ce que les pratiques collectives seraient un facteur de frein, de bonne pratique pour éviter d'aller dans des choses individuelles et jouer de plus en plus d'argent ou autre? Est-ce que c'est une modalité? Je dis ça parce qu'on voit des pratiques sur des paris sportifs où on ne joue pas forcément d'argent, mais on joue en classement entre soi, etc., qui se développent sur Internet. Ouais, c'était le sens de ma question.
Dans mon expérience clinique, comme pour les drogues, la consommation commence en collectif, l'addiction finit en solitaire. C'est-à-dire qu'il y a de la honte, encore une fois, il y a de la dissimulation, c'est-à-dire que ce qui se passe en général, c'est qu'ils ne montrent pas le côté qui va mal, ils donnent leur gain par exemple, mais ils ne vont pas montrer leur perte. Puis après, le problème du jeu d'argent, c'est qu'il commence à y avoir des emprunts en fait. Donc c'est comme ça que l'entourage commence à savoir qu'il y a un problème, c'est quand il commence à taxer de l'argent, comment il commence à leur emprunter parce qu'il ne peut pas payer ses dettes, etc. Donc l'entourage peut être une bonne source, et souvent c'est une bonne source pour dire ah ouais, lui il joue beaucoup, lui il joue gros, lui il en vient à taxer de l'argent, lui il en vient à dealer pour rembourser. Enfin voilà, là ils peuvent. Mais freiner véritablement, non, parce qu'ils sont. Enfin, c'est compliqué parce qu'ils peuvent dire qu'il y a un problème, mais vers qui orienter, en parler, même ne connaissent pas forcément tous les XAPA, les CARUD, etc. Donc ils ne connaissent pas forcément le système de soins, ils n'ont pas forcément les représentations. Peut-être qu'on peut espérer que dans quelques temps. Maintenant, est-ce que moi je sais même pas s'il y a. Ça, vous allez peut-être tous pouvoir répondre. Est-ce que vous voyez un jeune dire à son pote, ah t'as quand même un problème avec le shit, faudrait que tu ailles au XAPA, quoi. Ah, je sais pas. Peut-être. Donc vous voyez, pour le jeu d'argent, on a le même problème, quoi. Peut-être, Pardon. quand même, pour avoir interrogé des personnes un peu plus âgées, pour qui la pratique s'était individualisée et devenue problématique, etc. Alors, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, entre eux, certains groupes que j'ai pu rencontrer ont essayé en fait de rendre la pratique justement plus collective et de pas trop s'enfermer individuellement dans leur pratique, en disant on fait entre nous un groupe WhatsApp avec des paris sportifs sans argent, etc. Je ne sais pas si ça va tenir, si ça va marcher, et parce que du coup, voilà, ils ne veulent pas recourir aussi à autre chose. Mais il y a encore ces tentatives de rendre le truc encore collectif. Voilà. Alors c'est ce que je voyais moi, ceux qui jouent collectivement, il y a le frisson de jouer, d'être premier au classement, sans forcément jouer de l'argent et qui se restreignent. Voilà, est-ce que c'était aussi, voilà, je pensais plus à ça. Alors ça c'est plus des gens de 40-50 ans, je ne sais pas sur les plus jeunes. Ouais, voilà. Mais certains disent après avoir une période d'addiction, en revenir à mon petit prono, enfin, ils refont du jeu light et socialisé, donc ça c'est plutôt positif. Ouais. Mais c'est un peu plus tard. Moi, quand je pensais prévention, je pensais même avant qu'on rentre dans ce système de jeu avec de l'argent. Pour souvenance, je sais que les ludothèques développent un peu tout ce qui est déjà des jeux de plateau et autres. Il y a des jeux qui sont plus spécifiques, justement pour pouvoir travailler ces questions de dire qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que j'ai comme émotion, qu'est-ce qui fait que je pète un plomb quand je perds, qu'est-ce qui fait que non, je ne peux pas arrêter une partie, même s'il y a un timing avec un temps. Et je me dis que peut-être c'est aussi des pistes, même avant d'aborder les questions de jeux d'argent, de paris et autres. Parce que souvent, c'est quand même assez révélateur des groupes, et on est encore sur des plus jeunes, c'est comment je me situe par rapport à un jeu d'équipe. Et qu'est-ce que ça me fait en termes d'émotion, et qu'est-ce que ça bouleverse, et qu'est-ce qui peut me mettre dans des états de colère, de frustration. Voilà, en tout cas, c'est des questions que je me pose même avant d'arriver à une dimension vraiment émotion. Vous avez à la fois... Vous avez à la fois raison et ça fait peur. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, beaucoup des patients, alors beaucoup, il y a des patients, notamment les jeunes hommes, qui disent que si on reprend l'historique et leur rapport au jeu ou au sport, sont compétitifs, sont des mauvais perdants, sont des gens qui veulent absolument gagner, qui ne supportent pas de perdre, etc. Alors c'est des gens qui peuvent à la fois devenir Kylian Mbappé ou Thierry Henry, qui sont des gens qui sont extrêmement compétitifs, ou des joueurs pathologiques. Vous voyez, donc c'est large, quoi. Et ça peut donner le meilleur comme le pire. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'effectivement, en ludothèque, on peut voir, tiens, mais tel gamin, oh là là, il se met dans quelque chose de terrible quand il perd. On ne va pas mettre un psychologue derrière chaque... et encore, je ne sais pas s'il faudra un psychologue. Oui, un psychologue derrière chaque table de jeu pour savoir si précocement les enfants sont... des mauvais joueurs ou extrêmement compétitifs. Ça me paraît très
un peu forte, même si vous avez raison cliniquement que certains des joueurs présentaient déjà des signes d'un rapport au jeu qui était où il y a un surinvestissement en fait, effectivement. Je crois qu'en plus, il faut être prudent parce que les personnes, quand on les rencontre, que ce soit Geneviève, quand elle fait une recherche, ou nous, quand on est dans un centre de soins, elles ont un regard rétrospectif, en fait, et finalement, elles réinterprètent leur propre histoire de vie à l'aune de ce qu'ils sont en train de déclarer. Et ils vont même trouver des éléments qui vont justifier de leur parcours. Et voilà, c'est toujours une reconstruction, le travail qu'on peut faire en amont avec les personnes. Et donc, mais est-ce que ça veut dire véritablement que quand ils étaient enfants, ils étaient très mauvais joueurs et que du coup, on aurait pu les détecter, mieux accompagner? En tous les cas, c'est sans doute intéressant et c'est des choses qui sont déjà développées en prévention et notamment par la mission. C'est tout ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Et ça, je crois que c'est un élément maintenant qui est bien saisi et bien intégré dans nos manières d'intervenir auprès des plus jeunes que de développer ces compétences-là. Ah, ça y est. Bon, merci Elisabeth, parce qu'effectivement, je trouve que c'est très intéressant de le poser par rapport aux compétences psychosociales, parce que pour le coup, elles ne vont pas d'emblée stigmatiser ou diagnostiquer par rapport à une prédiction de ce que pourrait devenir le jeune. Et c'est important, effectivement, de tout ce travail qui est fait aujourd'hui avec les équipes sur ces compétences psychosociales qui sont très largement diffusées. Les programmes sont en cours, ils se développent. Ce sont des programmes validés, je rappelle, donc ça présente aussi un intérêt. Ça n'empêche pas d'avoir des programmes expérientiels, mais malgré tout, ces programmes-là sont validés. Et du coup, ils présentent l'avantage de ne pas cibler sur une problématique particulière, mais plutôt de donner les compétences à un jeune pour pouvoir entendre chez lui des intensités d'émotions qu'il n'arrive pas à retenir, pouvoir penser la question du risque. Donc c'est autour de toutes ces compétences-là on vit dans une société addictogène, que ce soit l'alcool, le tabac, les drogues, les jeux, et X, la liste est extrêmement longue. Donc on ne peut pas faire une prévention très tôt spécifique par rapport à tel ou tel comportement, mais plutôt renforcer les compétences des gamins. C'est ça qui peut être intéressant, ce que vient de dire Elisabeth. Du coup, moi, la question qui me venait, c'était celle de la réduction des risques. C'est vrai que c'est un de mes sujets importants. Et je me demandais, j'entends relativement peu de stratégies de réduction des risques par rapport au jeu. Et on peut savoir, je crois, dans les casinos, bien évidemment, on peut se faire interdire de casino. Voilà. Je ne sais pas si c'est efficace, un peu, beaucoup, passionnément, surtout quand on arrête d'être interdit. Est-ce que finalement, pour autant, on n'y repart pas à toute vitesse? Est-ce qu'on ne fait pas le calendrier de l'avant avant d'être plus interdit du tout? Qu'est-ce qu'il y a comme stratégie de réduction des risques que tu trouves intéressant, à la fois sur un plan clinique individuel et à la fois sur un plan plus collectif? Est-ce qu'on aurait intérêt à développer ces stratégies-là? Et j'avoue que je nous trouve un peu court collectivement. Alors, sauf quelques spécialistes. Oui, alors de toute façon, il n'y a pas de notion de collective. Il n'y a pas de notion, puisque l'idéologie, enfin pas l'idéologie, mais la question du principe du jeu responsable, c'est qu'elle responsabilise l'individu, c'est lui qui est responsable. Ça, c'est le bénéfice de tout le monde, hein, de l'État, des opérateurs, c'est de dire c'est à toi d'être responsable. Donc, ce ne sont que des stratégies individuelles. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme outils? Alors, il y a ce qu'on appelle les outils internes et les outils externes. Les outils internes, donc ça veut dire, c'est leur principe, c'est ce que, encore une fois, ont les joueurs qui tirent ou qui ne tirent pas, c'est-à-dire la question est-ce qu'ils tiennent leur budget, est-ce qu'ils font des dettes ou pas. Ils ont déjà en fait en eux des principes et des règles qui structurent leur pratique de jeu et qui les protègent constamment de l'addiction. On en a tous, hein, des règles. Pourquoi on ne prend pas tous de la coke 10 fois par semaine? Pourquoi
Pourquoi on ne boit pas comme des trous? Enfin, il y a plein de trucs qu'on ne s'autorise pas parce qu'on a des règles qui nous protègent, etc. Donc, on a déjà des réductions des risques en nous, si je puis dire. Et pour le jeu d'argent, ils en ont certaines. Après, au niveau externe, à quoi ils peuvent faire les choses qu'on voit qu'ils utilisent? Parce qu'encore une fois, nous, on voit que les pires. Donc, on voit ceux pour qui la réduction des risques ne marche pas, en fait. Hein. Donc, maintenant, ils essayent des choses où ils s'y mettent après coup pour contrôler. Donc il y a tout ce qui est contrôle du jeu. Alors contrôle du jeu, c'est l'interdiction de jeu pendant 3 ans, mais c'est des fois l'auto... Ça c'est pour 3 ans, c'est dans tous les casinos, les sites en ligne, mais c'est pas dans les points de vente par exemple, pas encore malheureusement, mais donc c'est casino, cercle de jeu et site de jeu en ligne français. Vous pouvez vous faire interdire pendant 3 ans, voilà, toute l'offre légale, et pendant 3 ans vous êtes interdit et reconduit tacitement. Vous avez l'auto-exclusion temporaire ou jusqu'à 1 an d'un site de jeu, d'un casino par exemple. Ça, les patients l'utilisent, ils disent « moi je me fais interdire pendant 1 an, là j'ai pris trop cher, là j'ai pris un gros coup, je m'interdis de ce casino-là pendant 1 an ». Ils s'interdisent de certains après. Sur les sites de paris en ligne ou sur les sites en ligne, il y a énormément de mécanismes de réduction. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je ne joue pas à ce format-là. Par exemple, si on prend des jeux comme les expressos, qui sont des formes de jeux rapides et un peu avec des multiplicateurs qui sont très addictives, les joueurs vont par exemple s'empêcher de jouer à ces formats-là. Ils peuvent un budget, il y a énormément de paramètres que certains joueurs mettent en place qui permet en fait tout simplement de ne pas perdre le contrôle et de trouver des limites. Donc sur le site de jeux en ligne, c'est vraiment les meilleurs. Contrairement au casino d'ailleurs, où il n'y a pas énormément d'outils, ou pas très fins en fait. Au casino, vous ne pouvez pas dire franchement, je veux miser que 100 € pour la soirée. Quoi. Vous avez toujours la possibilité, vous avez un distributeur, vous pouvez toujours. Là, sur le site, pour modifier votre paramètre, il faut attendre 48 heures. Donc ça permet quand même un peu de faire des choses. Après, sur les points de vente, il n'y a pas de limite. Donc il y a pour l'instant les meilleurs dispositifs de limitation qu'ont les joueurs, c'est sur les sites de jeux en ligne. Après, les phases au-dessus, on a pour tout ce qui est appareil numérique, on a ce qu'on appelle les bloqueurs, c'est-à-dire ces GameBan, GameBlock, qui sont des applications qui vous permettent de ne plus accéder à aucun site légal ou illégal. Donc ça, certains joueurs utilisent ça. Et alors, ça ne fait pas vraiment de la réduction des risques, mais en un sens, ça l'est pour tout ce qui est numérique, c'est que vous ne pouvez plus y accéder. Donc ça les aide pas mal. Après, ça va s'appliquer sur d'autres choses, c'est l'accès à l'argent. Très souvent, les joueurs, en fait, commencent une forme de tutelle avec leurs parents, leur entourage, leurs compagnes, demandent aux parents de gérer l'argent. C'est une forme de réduction des risques dans le sens de l'accès à l'argent. Et puis ils peuvent mettre des plafonds sur leurs dépôts, leurs mises, changer leur carte bleue. Donc il y a toute une... On va soit toucher au jeu lui-même, l'accès au jeu, soit toucher à l'argent directement. C'est les 2 leviers que vous avez et où vous allez pouvoir mettre des limitations pour éviter de trop dépenser ou de trop jouer. Au niveau collectif, non, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes. Normalement, ça devrait être... Ce que je vous dis là, c'est le fait que les professionnels disent que c'est 5% de leur budget qui est ce qu'ils appellent la bankroll, ça devrait être un peu plus... C'est comme 5 fruits et légumes par jour, quoi. C'est-à-dire une notion de réduction. Donc voilà, c'est encore à penser en tout cas. Eh ben, merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Geneviève. On aurait pu passer encore plus de temps avec vous et vos interventions de qualité. Merci. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette plateforme, notamment Sabine, Chloé, Swazik, enfin toute l'équipe. Voilà, pardon. Merci. Alors oui, le QR code, puisqu'on me signale, si jamais vous n'aviez pas compris, le QR code, il s'agit d'une évaluation de ces interventions. Bien sûr, on a besoin beaucoup de ces éléments-là pour continuer nos plateformes et pour les améliorer, pour les rendre encore plus attractives. Voilà, bonne fête de fin d'année à tous.